aux droits sociaux devant notre comité d'avis fédéral chargé des questions européennes. Il fut un temps où on pouvait qualifier la construction européenne comme un projet avant tout économique, avec comme objectif l'unification, ou du moins l'harmonisation des économies de ses États membres. Toutefois, déjà en 1986, l'acte unique européen a introduit la politique sociale dans la communauté économique européenne qui, au fil du temps, est devenue l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Malgré les initiatives qui ont suivi cette innovation, la politique sociale demeurait principalement une compétence nationale. Il a fallu donc attendre le traité de Lisbonne en 2007 pour connaître une nouvelle évolution significative en la matière, à savoir la possibilité, comme reprise à l'article 5.3 du traité sur le fonctionnement de l'Union, pour prendre des initiatives pour assurer la coordination des politiques sociales des États membres. La sortie de la crise économique par l'approfondissement de l'union économique et monétaire a rendu tout à fait clair la nécessité d'une véritable dimension sociale au niveau européen. En novembre 2017, nous est arrivé le socle européen des droits sociaux avec ses 20 principes vers une Europe sociale forte, équitable, inclusive. Ensuite, au début de cette année, la Commission européenne a publié son plan d'action sur le socle européen des droits sociaux, reprenant des actions concrètes par lesquelles la mise en œuvre des principes du socle européen des droits sociaux sera poursuivie. Les 7 et 8 mai derniers, cette évolution a atteint son zénith au sommet social de Porto, à l'issue duquel les chefs d'État et de gouvernement ont signé la déclaration qui porte le nom évidemment de Porto. C'est donc avec impatience que je vous invite, Monsieur le Commissaire, à nous donner un regard d'initié sur cette évolution importante au sein de l'Union européenne. Vous avez la parole, Monsieur le Commissaire. C'est là. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants et sénateurs, d'abord, j'aimerais vous remercier de cette invitation. C'est pour moi un vrai grand honneur d'être avec vous ce matin. D'abord parce que je sais que la Belgique est un pays extrêmement attaché à l'Europe et qui a effectivement joué un rôle clé dans les progrès européens, et notamment au niveau social. Je crois que la voix de la Belgique pour une Europe plus sociale a été toujours une voix forte. Et d'abord aussi parce que je suis un voisin, non seulement parce que j'ai mon bureau au Berlaymont, mais parce que je suis luxembourgeois et je crois qu'il y a des liens très étroits entre nos deux pays, de toutes sortes, politiques, économiques, humains. Et donc c'est un double plaisir de me retrouver ce matin avec vous. Madame la Présidente, vous avez déjà tracé les grandes étapes de l'Europe sociale. En effet, comme vous l'avez bien dit, le social n'était pas un domaine européen par excellence, parce qu'au départ, on a considéré, et au départ ce sont six États membres, on a considéré que finalement le social suivait tout logiquement, tout automatiquement l'évolution économique, l'intégration économique. Nous avons vu avec l'élargissement que les écarts en matière sociale se sont accrus et donc le besoin de travailler pour une plus grande convergence, non seulement économique, mais aussi convergence sociale. Eh bien, la crise, je ne vais pas parler de la crise précédente, il y aurait beaucoup de choses à dire, où effectivement le social a été éclipsé, avec les problèmes d'ailleurs politiques, économiques et sociaux qu'on a connus, mais la crise actuelle, due à la pandémie, a mis en quelque sorte le social en exergue, parce que nous avons tous pris conscience que la protection sociale,
un système de santé fort était en quelque sorte indispensable au bon fonctionnement de nos sociétés, au bon fonctionnement aussi de nos économies. Cette commission a eu deux grands projets de modernisation. Le premier, c'est le Green Deal, c'est la réponse européenne au changement climatique. Et le deuxième grand chantier, c'est la modernisation technologique, puisque nous nous trouvons depuis déjà un certain temps dans une vraie révolution technologique, notamment due au numérique. Voilà les deux grands axes. Mais sachant qu'on ne pourrait réussir à la fois le Green Deal comme la révolution technologique, cette commission a pris conscience que pour assurer aussi l'adhésion des citoyens, le progrès social, la convergence sociale était indispensable. Et donc, dès le départ, donc avant la pandémie, la présidente de la Commission a clairement affirmé l'importance de la dimension sociale avec un certain nombre de mesures phares, mais aussi l'intention, la volonté de traduire en actions concrètes, en politique concrète, les 20 principes du socle des droits sociaux. Et je dois rendre hommage d'ailleurs à mon compatriote Jean-Claude Juncker, qui a porté largement la responsabilité politique pour le socle des droits sociaux. Et je pense aujourd'hui que sans le socle des droits sociaux, la politique européenne en matière sociale serait différente. Et aussi l'approche qui est la nôtre maintenant serait différente. Donc ça, c'est le Conseil de Göteborg a été un tournant important, mais ce tournant, en quelque sorte, s'est concrétisé avec cette commission et notamment avec l'élaboration d'un plan d'action. Parce que les principes sont bien beaux, mais les principes, en principe, ne changent pas les politiques. Il faut que les politiques changent, fondées sur les principes, pour qu'effectivement il y ait ce tournant, ce changement que les Européens d'ailleurs souhaitent, puisque nous avons effectué un sondage qui nous a montré, à travers toute une série de questions, que les Européens sont attachés à une Europe sociale, pour eux-mêmes, non pas de façon abstraite, mais parce qu'ils comprennent très bien que si l'Europe n'est pas sociale, leur propre protection sociale au niveau de leurs États membres est facilement remise en question. Donc je crois qu'il y a un désir d'Europe sociale dans pratiquement tous les États membres, y compris ceux où souvent les gouvernements sont plus réticents et invoquent chaque fois la subsidiarité, le partage des compétences, etc. Maintenant, un mot sur Porto, vous l'avez mentionné. Porto, c'est un moment là aussi clé pour affirmer la dimension sociale dans une période de crise et de transformation. D'abord de crise parce que la pandémie a quand même déclenché une crise. Nous avons vu des millions de gens, heureusement, au chômage partiel. On aurait pu imaginer que l'Europe fasse comme les États-Unis, que les gens perdent leur emploi. Mais non, l'Europe a choisi une autre voie. Garder les personnes, les travailleurs dans l'emploi, assurer leurs revenus, permettre aux entreprises de garder leurs employés pour que, effectivement, le redémarrage économique se fasse dans de meilleures conditions. Et on le voit aujourd'hui, avec la reprise, que ça a été le bon choix, la bonne décision. Et l'Europe a été présente. L'Europe a été immédiatement présente avec un programme que nous avons lancé, le programme de soutien au chômage partiel dont 19 pays, dont la Belgique, ont profité
à hauteur de 100 milliards d'euros. Et c'était en quelque sorte le premier grand emprunt que l'Europe a lancé pour financer un volet social important, sauvant des millions d'emplois. Le deuxième, bien sûr, la deuxième action importante, ça a été le lancement de Next Generation EU. Je crois que ça a été là aussi un changement fondamental. Nous rappelons des débats qu'il y a eu pendant la crise précédente. Est-ce que l'Europe peut lancer des obligations européennes? Est-ce que l'Europe peut emprunter pour les États membres? Ça a été longtemps refusé. Je crois que ça a été un tort. Mais cette fois-ci, l'Europe a été au rendez-vous. Si elle n'avait pas été au rendez-vous, d'ailleurs, et je crois que ça a été la cause de cette décision, on aurait vu le marché intérieur sous pression, les divergences entre les États européens atteignant une telle dimension que, à la fois économiquement, mais surtout aussi monétairement, on serait de nouveau entré dans une crise extrêmement profonde. Et donc Porto est en quelque sorte le grand message que maintenant la construction d'une Europe sociale doit aller de pair avec les grandes transformations économiques, technologiques auxquelles nous faisons face. Et moi, je me félicite beaucoup que d'abord le plan d'action de la Commission a été reconnu par les chefs d'État et de gouvernement comme le fil rouge qui doit accompagner les politiques à l'horizon 2030 et que surtout les objectifs qui ont été les objectifs principaux qui ont été fixés dans ce plan d'action aient également été reconfirmés. Et ces objectifs, peut-être très brièvement, sont d'abord le taux d'emploi, mais en fait, je dirais l'emploi. Je crois que l'Europe, la priorité des Européens, c'est l'emploi. C'est la priorité à la fois pour les jeunes, mais c'est aussi la priorité pour tous ceux qui voient que dans cette crise, quand même, il y a des transformations qui risquent aussi de détruire des emplois. Et donc, je crois que tous nos efforts doivent maintenant se concentrer sur la création d'emplois. Et donc, nous avons indiqué un taux d'emploi de 78%. La Belgique n'y est pas, je le dis, pour le moment, mais donc il faut que chaque pays maintenant se fixe un objectif par rapport à cet objectif commun. Comment est-ce qu'on peut augmenter le taux d'emploi? Comment est-ce qu'on peut permettre à davantage de citoyens d'accéder à l'emploi? On mise bien sûr beaucoup sur les femmes, puisque dans un certain nombre de pays, le taux d'emploi féminin est très faible. Et donc, il faut permettre, et c'est toute une approche aussi en matière d'égalité des genres, pour permettre aux femmes d'accéder à l'emploi, mais aussi mettre en place des politiques soutenant la garde des enfants, l'éducation. Ce sont des volets extrêmement importants liés à la création d'emplois et à l'augmentation du taux d'emploi. Le deuxième objectif que nous avons fixé, et je crois qu'il cadre tout à fait avec les transformations à la fois vertes et technologiques, c'est l'investissement dans, même si j'aime pas trop le mot, dans le capital humain. C'est l'investissement, la formation permanente, la formation tout au long d'une vie, la formation pour permettre à tous d'être capables, si malheureusement il y a perte d'emploi, d'accéder à un autre emploi. Et donc, nous avons fixé un objectif de 60%, dont pour les travailleurs qui devraient annuellement bénéficier d'une formation dans le cadre de la formation tout au long de la vie. Je crois que nous n'investissons pas suffisamment dans les compétences des salariés en général. Et donc, nous avons lancé toute une gamme d'initiatives avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, pour effectivement promouvoir, renforcer
également sur un plan financier avec les différents instruments financiers comme le Fonds social européen, mais aussi le fonds Recovery, reprise ou Recovery, pour qu'effectivement on comble les retards en matière de compétences. Parce que effectivement, on voit que sur nos marchés du travail, compte tenu de l'évolution de l'emploi, compte tenu de l'exigence en matière de compétences, il y a un certain nombre de dysfonctionnements et donc il faut absolument cet investissement. Et le troisième, c'est la justice, le progrès social et donc la lutte contre la pauvreté. L'Europe est le continent le plus riche et malgré tout, et elle n'a pas d'ailleurs ce monopole, puisqu'il y a d'autres régions qui sont riches et pourtant le taux de pauvreté est élevé, il y a un taux de pauvreté qui n'a pas sensiblement baissé. Il a un peu baissé. On avait un objectif de réduire le nombre des pauvres de 20 millions. On ne l'a pas atteint, un peu à cause aussi de la pandémie, mais on ne l'a pas atteint. Et donc, on s'est fixé un nouvel objectif pour la réduction du nombre des personnes exposées à la pauvreté. Alors, il faut bien sûr que des politiques soient suivies. C'est bien de se fixer un objectif, mais il faut qu'on dessine des politiques, on met en œuvre des politiques pour que, effectivement, ces objectifs, au niveau des États membres, soient atteints. Et nous avons lancé une première grande initiative en matière de lutte contre la pauvreté, c'est la garantie enfants. Parce que 18 millions d'enfants en Europe sont exposés à la pauvreté. Je dis toujours 18 millions d'enfants, c'est un pays comme les Pays-Bas. Donc le 5e pays de l'Europe, ce sont les enfants pauvres. Et donc c'est finalement quelque chose d'inacceptable. Inacceptable humainement, socialement, mais une très grande erreur économique. Parce que dans une économie qui tend de plus en plus vers la connaissance, vers la compétence, on exclut des millions d'enfants qui n'ont pas la chance, ni à l'école, ni au niveau de la société, d'accéder à ces connaissances et de trouver leur place dans la société. Et donc, cette garantie d'enfants, je dirais, est une des politiques phares de cette commission. Investir dans les enfants, sortir les 5 millions d'enfants, et moi je dis toujours au moins, et j'espère qu'en 2030 on pourra dire on a largement dépassé cet objectif, sortir ces enfants de la pauvreté. Donc voilà une grande ambition pour l'Europe, qui est une ambition de solidarité, mais qui est aussi une ambition qui revient aux, je dirais, valeurs fondamentales de l'Europe. Parce que une des valeurs fondamentales de l'Europe, c'est la dignité humaine, bien sûr la non-discrimination, et je pourrais commencer à parler des récents événements et les politiques extrêmement inquiétantes qui sont mises en place dans un certain nombre de pays, qui sont absolument inacceptables en matière de discrimination. C'est le cas notamment en Hongrie, c'est le cas en Pologne. C'est aussi un volet qu'il faudra bien sûr absolument suivre et ce sont des mesures et des politiques absolument contraires à nos valeurs, mais il y a aussi les valeurs sociales qui dès le départ étaient inscrites dans les traités et que maintenant il faut trouver le bon équilibre pour mettre en œuvre des politiques sociales dans une Europe plus divergente économiquement, socialement, donc travailler sur la convergence, mais aussi le social pour faire face à ces transformations qui ne vont pas être des transformations tranquilles. On parle beaucoup de disruption avec les technologies numériques et donc il faut donner à chacun la possibilité aussi, notamment par l'investissement, comme je l'ai dit, dans les compétences, de faire face et d'acquérir les connaissances et notamment par ce biais trouver ou retrouver un emploi.
Voilà en quelques mots. Bien sûr, la Commission, juste pour vous dire sur les 2 ou 3 dossiers sur lesquels on travaille maintenant, il y a un dossier important qui est lié au monde du travail en transformation, je l'ai déjà dit, c'est les conditions de travail des travailleurs des plateformes. Bon, quand vous êtes à Bruxelles, dans n'importe quelle grande ville, on voit ces jeunes à vélo, en général, qui vous apportent les pizzas à 11h du soir, ou ceux qui viennent vous chercher pour vous transporter quelque part. Bon, ces conditions de travail, souvent, ne sont pas celles des salariés, je dirais normaux, hein, qui ont une assurance sociale, qui ont une protection sociale, qui ont des droits. Ces jeunes, souvent des jeunes, puisque leur âge moyen est à peu près de 30 ans, n'ont pas ces droits. Et donc, c'est devenu aussi une question européenne, puisque nous voyons cette économie des plateformes se développer un peu partout. Et donc, nous pensons qu'il faut une sorte de socle commun pour cette nouvelle économie, parce qu'on ne peut pas développer, soi-disant, une économie basée sur les algorithmes, donc l'économie du 21e siècle, sur des critères sociaux qui sont plus proches du 19e. Donc voilà un grand projet sur lequel nous travaillons, et nous avons l'intention de faire des propositions à la fin de cette année. Je m'arrête là, je crois qu'il y aura sûrement beaucoup de questions, et on pourra aborder tous les sujets que vous souhaitez. Merci. Un tout grand merci, Monsieur le Commissaire. Nous allons entamer le débat. Généralement, mevrouw Van Bossuyt vraagt eerst het woord. Mevrouw Van Bossuyt. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Goedemorgen, meneer de commissaris. Goedemorgen ook, collega's. Eerst en vooral dank u wel, meneer de commissaris, om hier bij ons aanwezig te zijn. Het is altijd een eer en een genoegen om op die manier rechtstreeks in dialoog te kunnen gaan met Europese commissarissen. Nu misschien eerst en vooral wat het onderwerp in het algemeen betreft, de Europese sociale pijler. Ik denk in het algemeen kunnen we zeker stellen dat wij als partij de doelstellingen van de Europese sociale pijler, dat wij die op zich onderschrijven. En dat het zeker ook goed is dat er vanuit het Europees niveau, dat daar ergens een monitoring, een benchmarking gebeurt. Want zoals u het ook zei, de verschillen tussen de lidstaten zijn nog vrij groot vandaag de dag. Maar het is wel heel belangrijk dat we in het kader van die hele sociale politiek, sociale Europese politiek, dat we daar het subsidiariteitsbeginsel natuurlijk niet uit het oog gaan verliezen. Hè. Het is zo dat het sociaal en het arbeidsmarktbeleid toch bij uitstek bevoegdheden van de lidstaten en de deelstaten zijn. En dat is natuurlijk niet toevallig, want het zijn zij natuurlijk die het dichtst bij het lokale niveau ook staan en dus ook het best kunnen inschatten wat specifiek voor hun land of hun regio de noden zijn natuurlijk. Hè. Dus vandaar, als we ergens van op Europees niveau echt daar sociale bevoegdheden zouden gaan bepleiten, dan kom je bijna tot een one size fits all, wat dan zou neerkomen op een one size fits none, een grootste gemene deler. Bestaat er immers bijna niet op die gebieden tussen de verschillende lidstaten. Dus vandaar dat het ons ook contraproductief zou lijken als we lidstaten de vrijheid zouden ontnemen om zelf hun sociaal-economisch beleid uit te stippelen en ook zelf hun sociaal-economische prioriteiten te gaan stellen. En waar we in dat kader ook voor moeten gaan opletten, is dat we, wij zeggen vaak van Europa een soort België XL zouden maken. Hè, een Europese transferunie, zoals dat we die ook in België kennen, jammer genoeg. Waarbij dat, en laat ons heel duidelijk zijn, wij pleiten voor solidariteit, zowel intern Belgisch als zeker ook Europees. Ik denk dat dat een van de meerwaarden is die Europa ons kan bieden, hè, die Europese solidariteit.
solidariteit. Maar met die solidariteit gaat er natuurlijk ook verantwoordelijkheid gepaard. Dus het is verantwoordelijkheid en solidariteit die twee zijden van dezelfde medaille zijn. Want anders ga je niet tot de nodige hervormingen gaan komen die zo nodig zijn. Hè. Dus die structurele hervormingen zijn nodig in verschillende lidstaten. En vandaar dat wij soms vrezen dat als er gewoon ergens een Europese zak geld gegeven wordt, Europese middelen gegeven worden, zonder die te koppelen aan voorwaarden rond structurele hervormingen bijvoorbeeld, dat dan de nodige prikkels ontnomen worden bij bepaalde lidstaten. Hè. Want ja, iedereen weet het. Hè. Je kan geen sociale welvaart gaan bouwen op een economisch kerkhof natuurlijk. Hè. Dan een aantal zaken die u ook aangehaald heeft. Paal en perk stellen aan sociale dumping. Zeker. We hebben hier jammer genoeg 2 weken geleden in Antwerpen een voorval gehad van, ik zal daarom niet zeggen van sociale dumping, maar waar het toch weer duidelijk wordt hoe belangrijk het is om duidelijke regels te hebben rond sociale dumping. Collega De Mesmaeker zit hier ook in de call. Hijzelf en ikzelf zaten vorige legislatuur als Europees Parlement zitten in het Europees Parlement, waar de problematiek van de sociale dumping ook hoog op de agenda stond en waar wij er bijvoorbeeld als partij toen ook voor pleiten om in het kader van de nieuwe regelgeving bijvoorbeeld in de bouw ervoor te pleiten om de detacheringsregels voor de bouw te beperken in de tijd tot 6 maanden. Om maar 1 voorbeeldje te noemen. Maar ook nieuwe handelsakkoorden, heel belangrijk in het kader van werkgelegenheid, want u vernoemde werkgelegenheid. Voor ons is het heel duidelijk dat het hebben van een job eigenlijk de beste garantie is en de beste bescherming tegen armoede. Dus daar moeten we zeker op inzetten in het activeren van zoveel mogelijk mensen. Nu, ik heb een aantal concrete vragen voor u. Het is zo, ik moet om 10:00 overschakelen naar de commissie Buitenlandse Zaken, die jammer genoeg wel vaker parallel loopt met deze vergadering. Maar collega De Mesmaeker zal zeker heel aandachtig luisteren naar uw antwoorden en dan voor onze repliek zorgen. Daar ben ik van overtuigd. Maar dus een aantal heel concrete vragen. Mevrouw Van Bossuyt, ja? meneer de commissaris heeft ook niet zoveel tijd. Hij moet om 10:15. Ik kom nu tot de... Ja, alsjeblieft. Als je ja, kunt... dat was niet gezegd in het begin, hè, mevrouw de voorzitter, dus dat kon ik niet weten. Ja. Daarom. Nee, maar dus heel concreet. In de verklaringen van Porto is een passage opgenomen dat de verdieping van sociaal Europa dient te gebeuren. En ik quoteer met inachtneming van de respectieve bevoegdheden en de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Dus de vraag is hoe de commissaris dat dan vereenzelvigt met eventuele Europese bevoegdheden op dit vlak. Staat dat daar niet haaks op? Dan, er is een voorstel om via een richtlijn de minimumlonen in de lidstaten op te trekken. De vraag hier is wat de stand van zaken is op dit dossier. En dan tenslotte in de verklaring is het principe van de gendergelijkheid op vraag van Polen en Hongarije geschrapt uit de verklaring. Nu, we hebben jammer genoeg slechte evoluties gezien in Hongarije met de anti-homo-wet, als ik hem zo lapidair een beetje mag noemen. Dus hoe ziet u het schrappen van die gendergelijkheid tegen de achtergrond van de recente gebeurtenissen? Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Bossuyt. Madame Reckmans? Oui, bonjour Madame la Présidente. Monsieur le commissaire Schmit, merci beaucoup. Je pense, d'abord je vous remercie pour être présent et pour avoir fait la synthèse des acquis de ce sommet à Porto. Pour les écologistes que je représente aujourd'hui, et je voulais vous prier d'excuser l'absence de Monsieur Kobolaki et d'autres de mes collègues qui sont retenus dans d'autres commissions et qui suivent d'habitude nos travaux. Mais donc rappeler et féliciter finalement l'Europe d'avoir réuni très, très rapidement et de manière volontariste les 27 dirigeants de l'Union européenne pour ce sommet social et d'inscrire effectivement la volonté de reconstruire une économie plus sociale après la pandémie
qui n'est toujours pas finie, mais dans laquelle nous espérons voir la fin, qui est cette économie qui est menacée par la récession, mais aussi par l'austérité qui se profile finalement à l'horizon suite à l'ampleur de la crise. Alors vous avez rappelé effectivement le fait que les filets sociaux et l'Europe sociale ont permis d'amortir les conséquences négatives pour toute une série de personnes, de travailleurs, mais les effets risquent de s'en faire évidemment sentir pour beaucoup. Alors, je voudrais reprendre peut-être les 3 objectifs clés que vous avez évoqués, et je serai assez brève. Je vous suis tout à fait dans l'attention à apporter à la réduction, enfin à élever le taux d'emploi pour les femmes. C'est vraiment un enjeu capital dans l'Europe sociale, mais aussi à garantir, et de ce fait à garantir le service d'accueil des enfants, même si on le sait et de plus en plus, la mise en place de services d'accueil pour les enfants sert à tout le monde et pas seulement aux femmes, mais nous sommes quand même toujours dans beaucoup de déséquilibre dans la répartition des tâches au sein des ménages. Alors, pour ce qui est des activités de formation, c'est évidemment un enjeu crucial et il me semble qu'il faudrait, je voulais avoir votre point de vue sur le fait d'agir en priorité de manière cohérente avec les enjeux que vous avez évoqués, qui sont notamment ceux du numérique, mais aussi ceux du Green Deal, pour que ce soit principalement dans les matières d'enjeux environnementaux et climatiques que ces formations et ces emplois soient créés. On a le défi en Belgique et je pense que c'est un défi pour l'ensemble de l'Europe, notre vieille Europe industrielle, de travailler dans la rénovation énergétique des bâtiments, dans l'assainissement et le traitement des pollutions et des lieux de reconversion industrielle. Vous le savez, nous sommes particulièrement touchés par ce qui se passe à Anvers avec les PFOS, enfin les perturbateurs endocriniens, mais aussi nous avons l'enjeu de la transformation alimentaire et de la valorisation, du maintien d'une valeur ajoutée par la transformation de nos productions agricoles. Et on est aussi dans les derniers moments de la discussion sur la politique agricole commune. Des moyens doivent être mis de manière importante pour renforcer les filières de transformation et cela en cohérence avec la stratégie Farm to Fork. Enfin, le 3e point, le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion sociale. Vous avez rappelé l'importance de ce socle de valeurs européennes, de droits humains et de protection sociale. Le lancement de la garantie enfants, en rappelant, vous l'avez fait, la présence de ces millions d'enfants exclus de la connaissance. Alors, tout cela est évidemment très important, mais pour l'instant, ça reste encore des déclarations d'intention. Et la Belgique a plaidé, qui a parlé d'une seule voix à Porto, bien que ces matières soient en grande partie régionalisées. On peut se féliciter que la Belgique ait parlé d'une seule voix et qu'elle ait demandé, sans être suivie, d'une part que la dimension sociale soit bien intégrée au pacte de stabilité et de croissance, et donc je voulais vous entendre là-dessus, mais aussi qu'il y ait des indicateurs, un tableau d'affichage des performances dans le domaine social et un tableau similaire à ce qui existe dans les domaines économiques et budgétaires, avec un mécanisme de surveillance. Et donc, à ce stade, ces demandes n'ont pas été retenues, donc j'aurais voulu vous entendre et voir comment les choses peuvent encore être obtenues, ou en tout cas que l'Europe avance dans ce sens, de manière à avoir vraiment des pistes et des moyens, des benchmarks qui nous permettent de nous assurer que nous allons dans la bonne direction. Je ne serai pas plus longue pour laisser la parole aux collègues. Je vous remercie, Monsieur le Commissaire. Et merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Madame Reckmans. Pour le PS, Monsieur Flao. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Commissaire, d'avoir accepté cette invitation. Et je crois qu'il faut peut-être s'excuser du peu de participation physique et même par voie de vidéoconférence, parce que finalement, c'est toujours un peu un manque de respect à l'égard de nos visiteurs. Mais bon, voilà, c'est dit, je voulais le dire. Je voudrais simplement vous remercier et puis aussi peut-être saluer et la Commission, mais aussi la présidence portugaise, qui effectivement a mis le social à l'avant-plan, et ce social l'a mis en exergue. Il aura fallu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Xème crise pour qu'enfin une présidence amène le social en premier lieu et remette en avant cette valeur de solidarité qui doit sans doute être la première valeur
de la construction européenne. Parce que vous l'avez dit très justement, l'Europe est un continent qui est très riche, mais qui est peu solidaire, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On ne va pas revenir ici sur toute la problématique des migrations et la façon dont l'Europe traite aujourd'hui ce problème. Cette crise, et vous l'avez rappelé, ça a rappelé le caractère indispensable des instruments de solidarité. Il en existe beaucoup dans notre pays. Ils sont à reconstruire parce qu'ils ont été détruits par des gouvernements successifs qui avaient en avant la solidarité pour l'austérité pour l'austérité. Et il faut prioriser quelque part les investissements dans ces matières parce que finalement, c'est ce qui intéresse au premier lieu les gens. C'est la santé, c'est leur santé personnelle, l'éducation de leurs enfants, la santé de leurs enfants, trouver un emploi, la formation, et cela, c'est la première chose, et c'est même doit passer avant aussi les préoccupations climatiques et les préoccupations numériques, même s'il faut effectivement, en termes de formation, miser sur ces secteurs d'avenir, mais la solidarité, vous savez, si elle n'existe pas, c'est le chacun pour soi, le repli sur soi-même, et c'est une société qui a mené à des catastrophes à d'autres époques. Et vous avez effectivement utilisé, moi aussi je l'utilise, cette formule, mais qui est une très mauvaise formule, cette formule du capital humain. Je trouve qu'il faut trouver une autre terminologie et en même chose, mettre en avant l'emploi et la lutte contre la pauvreté. Mais après Porto, et vous avez rappelé à juste titre les combats menés par Juncker et Thyssen pour effectivement faire avancer le projet, mais ils n'ont pas pu faire avancer les choses parce que je crois qu'on est resté là aussi au niveau des principes. Et les principes ne changent pas la politique, vous l'avez dit vous-même, il faut poser des actes concrets, c'est ça dont on a besoin. Alors les sondages, j'ai connu des sondages multiples qui disaient qu'il fallait une défense européenne, mais c'était toujours des vœux pieux, on n'a toujours pas de défense européenne. Et c'est vrai que sans doute que dans les sondages, on répond qu'il faut une Europe sociale, mais quand il s'agit de passer à la réalité et à la concrétisation, on oublie vite les intentions exprimées au travers des sondages. Alors la question que je voudrais poser, c'est celle-ci. Que va-t-il se passer avec les autres présidences? Parce que si la présidence portugaise a mis le social en avant, c'est pour des raisons évidentes. M. Costa, vous l'avez dit tout à l'heure, a effectivement cette priorité aussi. Mais les présidences qui suivent n'ont peut-être pas nécessairement les mêmes préoccupations, et je dois vous avouer qu'elles suscitent dans mon chef une certaine inquiétude. Peut-être est-ce une inquiétude partagée entre nous. Il y a effectivement tous les problèmes. Les travailleurs de la plateforme, ma collègue Sophie Thémon, députée, déposera cet après-midi une proposition de loi justement pour cette problématique des travailleurs des plateformes, comme il faut effectivement, et Mme Van Bossuyt l'a rappelé, ce qui s'est passé à Anvers, c'est l'illustration de cette réalité des travailleurs déplacés qui continuent à venir chez nous sous-payés et parfois victimes d'accidents, ce qui est effectivement un combat pour l'Europe. Une autre question, qu'en est-il de la concertation sociale? Est-ce qu'il y a encore au niveau européen des organisations patronales? J'en suis persuadé. Des organisations syndicales, beaucoup moins. Il y a là aussi une expression de certains égoïsmes et replis nationaux de la part des organisations de travailleurs. Une autre question, est-ce que vous ne craignez pas à un certain moment la volonté de certains, que sont devenus les frugaux? Ils existent toujours, ils sont tapis quelque part, et un retour à une forme d'austérité, ce qui serait une catastrophe, et on oublie vite les crises quand elles se sont produites. Et en fait, il y a aussi cette dimension, peut-être qui n'a pas été abordée à Porto, c'est la dimension de la migration et de la richesse que le continent africain, dans une forme de solidarité avec le continent européen, pourrait appeler, parce qu'effectivement, créer l'emploi là-bas et créer aussi de l'emploi ici, des formations là-bas et créer une richesse là-bas, je crois que c'est important parce que l'avenir de l'Europe, il dépend aussi du continent africain, rien que par exemple pour des raisons de pure démographie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Flao. Meneer Aanemans. Dank u, mevrouw de voorzitter. Meneer de commissaris, ik zal Nederlands spreken. Même que je préfère le dialogue en direct. Ik ben Europees parlementslid. We hebben elkaar reeds gezien over deze zaak in het debat in het Europees parlement. Maar ik spreek hier vandaag eigenlijk als lid van het Vlaams Belang. Een partij die in Vlaanderen aan de kant staat van wat je een klein beetje hebt gehoord
bij onze N-VA-collega over subsidiariteit, maar dat ik hier toch nog een beetje wil versterken. Ja, ik begrijp wel dat, en ik ben op de hoogte van de evenwichten die in het Europese geheel hebben altijd bestaan tussen de mensen die voorstander zijn en het concept van de Europese Unie, die voorstander zijn van open grenzen voor handel en handelsverkeer en voor nadien de invoering van de eurozone, die toch een grote economische integratie, gedwongen economische integratie met zich mee heeft gebracht. Een aanpassing van de economische politiek aan die van de andere landen om de eenheid van die munt te kunnen waarborgen. Ja, ik ben op de hoogte dat in die Europese balansen vervolgens om de meerderheden te bereiken die nodig waren, men aan socialisten 20, 30 jaar lang heeft voorgespiegeld dat er ook een sociale Europese Unie moest komen. Ik ben ook helemaal niet, ook wij van het Vlaams Belang zijn niet tegen vormen van normering in zaken kinderarbeid, nachtarbeid en dat soort zaken. Iedereen is daarvan op de hoogte dat een vorm van normering noodzakelijk en nuttig is, coördinatie zelfs. Maar van coördinatie komt natuurlijk convergentie, van convergentie komt standaardisering, van standaardisering komt uniformisering. En daar wil ik namens mijn partij tegen pleiten. Wij zijn hier in België in een heel specifieke situatie. Sinds het ontstaan van de sociale zekerheid en van de sociale bescherming in België, die een van de grootste en de best uitgeruste vormen van sociale bescherming is, denk zelfs mondiaal. Sinds dat ontstaan zijn er in de Noord-Zuidgrens die door Europa loopt, maar die eigenlijk door België loopt, zijn er transfers geweest van het noorden naar het zuiden van Vlaanderen naar Wallonië, grosso modo. En het is daarom dat in Vlaanderen altijd een heel hevig en heel levendig debat heeft bestaan over die transfers en naar aanleiding van die transfers over het feit dat verschillende samenlevingen een andere soort sociale zekerheid vereisen. En dat solidariteit ook, dus bijgevolg, een vorm is van het coördineren van een sociale politiek op basis van samenhorigheid, van zichtbaarheid, van herkenbaarheid. En dus solidariteit kan men niet zomaar grenzeloos uitbreiden. En dat is de reden waarom hier in België, en zeker langs de Vlaamse kant, een consensus heeft bestaan altijd, tot aan de eeuwwisseling zeker. Er is nu een beetje een communautaire vrieskast ontstaan de laatste 5 à 6 jaar, maar afgezien daarvan, dat er toch in Vlaanderen een diepe consensus is over het feit dat sociale zekerheid een Vlaamse bevoegdheid moet worden. Dat wij dus om redenen van de samenhorigheid die noodzakelijk is om tot solidariteit te kunnen komen, de Belgische bevoegdheden op dit ogenblik naar Vlaanderen willen overhevelen. Dat is een realiteit, een politieke realiteit die hier in Vlaanderen nog altijd zeer sterk bestaat, die in ieder geval door mijn partij wordt vertegenwoordigd en waarvan ik me afvraag of men daar op Europees vlak zich voldoende realiseert dat wij als Vlamingen en dat er in Vlaanderen niet de behoefte bestaat om, wanneer we die bevoegdheden naar onderen willen halen, om die nu plots naar boven te gaan overhevelen. Dus of de Europese Unie zich voldoende realiseert dat het niet echt helemaal realistisch is om te veronderstellen dat we behalve normering en een vorm van convergentie in zaken arbeid en dies meer, dat wij grote stukken van sociale zekerheid zelfs nog maar in de verste verte zouden willen overhevelen naar boven in plaats van naar beneden. Dat is mijn vraag. Dank u wel. Dank u wel, meneer Annemans. Monsieur Van Guatsenhoven. Merci, Madame la Présidente. J'ai 3 questions. La première, on le sait, de nouveaux enjeux liés à la formation, Monsieur le Commissaire, et à l'emploi ont été mis en œuvre par la crise et auront des conséquences qui ne se limiteront pas à la période de crise, mais perdureront probablement sur le long terme, par exemple le télétravail et au droit à la déconnexion du bien-être au travail. Il s'agit dès lors d'agir assez rapidement sur ces enjeux afin d'éviter tout risque ou dérive et au contraire maximiser les opportunités que cela peut impliquer. Quelles sont les initiatives prises en ce sens? Ensuite, la déclaration adoptée au sommet de Porto le souligne d'ailleurs de façon claire, la priorité
aux mesures destinées à soutenir les jeunes. Les jeunes ont été, on le sait, très durement touchés par la crise du Covid-19, qui a profondément perturbé leur participation au marché du travail, à leurs projets d'éducation et de formation. Les jeunes représentent une source indispensable de dynamisme, de talent et de créativité pour l'Europe, et c'est pourquoi ils doivent faire l'objet d'une attention particulière pour leur permettre de se relever de cette période qui leur a été particulièrement pénible. Le renforcement de la garantie pour la jeunesse a été adopté en octobre 2020. Quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre de cette initiative à ce stade ? Ce sommet a permis non seulement d'envoyer un message politique fort en faveur du renforcement du modèle social européen, mais aussi de rassembler les institutions européennes et les États membres, des entreprises, des syndicats et la société civile afin de converger vers la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Serait-il, selon vous, utile et relevant d'organiser ce genre de sommet plus fréquemment ? Enfin, une petite question complémentaire, si vous me le permettez. Où en sont les négociations que nous savons compliquées relatives à la directive européenne sur le salaire minimum ? Je vous remercie, Monsieur le Commissaire, à la fois pour votre présence et pour vos réponses. Merci beaucoup, Monsieur Van Guatsenoven, pour les questions claires et précises. Et enfin, mevrouw Reinhardt, voor vooruit. Vraagt u het woord? Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, meneer de commissaris, dank u wel. Ook namens onze fractie om langs te komen in het Belgisch parlement en een toelichting te geven over een zeer belangrijk onderwerp voor onze socialistische beweging, de Europese pijler voor sociale rechten en het actieplan van de Europese Commissie. Ja, voor onze beweging is een sociaal Europa meer dan ooit nodig. En de huidige coronacrisis en de sociaal-economische weerslag daarvan maakt dat voor ons meer dan ooit duidelijk. Maar we zien zeer duidelijk, en ik zie dat hier ook zeer erg lokaal, ik ben lokaal actief, want gezinnen die het voor de crisis al moeilijk hadden, worden zeer vaak extra getroffen door corona. Ook platformwerkers en andere werknemers in vaak slecht betaalde statuten of slecht betaalde jobs, die worden nog eens extra getroffen door die crisis. Dus voor ons socialisten is het echt wel een kernthema. We leggen dan ook een aantal belangrijke prioriteiten op dat vlak. U sprak over de tewerkstelling en de tewerkstellingsgraad. Ik heb ook collega's horen zeggen van een job is de beste garantie, de beste bescherming tegen armoede. Maar dan moet het natuurlijk voor ons ook al gaan om een kwaliteitsvolle job met een degelijke verloning, met inbegrip van een Europees minimumloon. Tweede prioriteit, de sociale bescherming van de werknemers, het statuut en die betere bescherming voor die platformwerkers, zoals u zelf ook hebt aangehaald. Natuurlijk ook de aanpak van discriminatie en loonongelijkheid. Als we meer vrouwen aan het werk moeten krijgen, dan moeten die natuurlijk ook wel gelijk verloond worden. En tenslotte de strijd tegen armoede en dan vooral de Europese kindgarantie. Ik heb onze federaal minister van armoedebestrijding daar al omtrent ondervraagd welke actie zij daar zal ondernemen op nationaal vlak. Ik heb een aantal concrete vragen voor u. Eerst en vooral, hoe hebt u de impact van de coronacrisis op uw beleidsdomein eigenlijk ervaren? En bent u van mening dat er eigenlijk nu voldoende ruimte is voor sociale relance? En in dat opzicht heb ik eigenlijk een zeer concrete vraag, want ik heb begrepen dat de Europese Commissie de intentie heeft om een voorstel voor een Europees stelsel voor de herverzekering van werkloosheid te presenteren. Dat staat ook in uw mission letter. Beschouwt de Europese Commissie nu het instrument SURE als het nieuwe Europese systeem voor de herverzekering van werkloosheidsuitkeringen? Of overweegt u een permanent instrument in het leven te roepen dat ook ingezet kan worden wanneer zich andere externe financiële schokken voordoen? En indien dat laatste het geval is, wat is dan de timing daarvoor? En het tweede belangrijk element voor ons is natuurlijk, en dat heeft collega Flauw ook in zekere mate aangehaald, is dat er na deze crisis natuurlijk niet dezelfde fouten worden gemaakt als na de financiële crisis en de eurocrisis, toen er veel te snel opnieuw een budgetair restrictieve houding werd aangenomen. Want dat leidde eigenlijk toen wel tot een massieve ontwaring van, en ik ga het woord ook gebruiken, menselijk kapitaal. En bijgevolg bevindt de economie zich nu eigenlijk op dit ogenblik
nog steeds op een groeipad dat zich significant onder dat van voor de eurocrisis bevindt. En dat zouden we moeten vermijden. Dus voor ons moet die structurele economische groei wel aangezwengeld worden door hogere investeringsuitgaven, zijn er dus hogere publieke investeringen. Maar dat betekent natuurlijk wel dat wij ervoor pleiten om investeringsuitgaven anders te behandelen in het saldo dat als basis dient voor de toepassing van de investeringsregels, door rekening te houden met afschrijvingen op investeringen in plaats van investeringsuitgaven. Dus voor ons betekent dat er een hervorming moet komen van het begrotingskader, dus het Stabiliteits- en Groeipact. En voor ons moet dat er komen vooraleer de escape clause gedeactiveerd wordt. Dus ik vroeg me af of u de visie en het standpunt van de Europese Commissie hierop kan meegeven. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Reinhardt. Voilà, monsieur le commissaire, l'ensemble des réflexions que votre exposé a suscité ou des questions. Pouvez-vous essayer de répondre à ces interpellations? Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Je vais commencer par clarifier une question qui est celle des compétences. Je crois que j'entends souvent les compétences en matière sociale sont essentiellement nationales, il faut appliquer la subsidiarité. En fait, si on lit les traités, les compétences en effet ne sont pas, en matière sociale, ne sont pas exclusivement des compétences européennes. Qui le voudrait? C'est donc par définition qu'il faut appliquer la subsidiarité. Mais il y a tout à fait clairement établi dans le traité un partage des compétences. Donc l'Europe a à jouer un rôle dans le domaine social. Alors je peux vous tranquilliser, personne n'imagine le transfert de la sécurité sociale des États membres à une instance européenne. Personne ne veut ça. Donc il n'y a aucun risque sur ce volet. Mais on ne peut pas d'un côté accepter le bon fonctionnement du marché intérieur, parler de dumping social, sans vouloir accepter qu'il faut un certain nombre de standards sociaux communs. Parce que finalement, le dumping social résulte de quoi? Il résulte du fonctionnement du marché intérieur, de la libre circulation des services, des personnes qui viennent travailler sur les chantiers dans d'autres domaines, et puis des écarts sociaux qui existent en matière entre les États membres. Donc, pour qu'il n'y ait pas de dumping social, pour que les conditions de concurrence soient des conditions justes, équitables, il faut des standards communs. Eh bien, des standards communs, ce n'est pas automatiquement qu'ils s'établissent. Parce qu'il y a toujours des États qui pensent qu'ils peuvent jouer sur le fait qu'on a des niveaux de protection sociale très bas, on a des salaires extrêmement bas, on a des règles en matière de sécurité et santé au travail très bas. Et donc, dès le début, le social était un élément important, à la fois, bien sûr, pour protéger les travailleurs, qui me paraît quand même pas chose négligeable, mais de l'autre côté aussi pour avoir des conditions de concurrence équitables. Et hier, la Commission a présenté un nouveau cadre sur la santé et la sécurité au travail. Bien, c'est normal que le travailleur polonais ait la même protection sur son lieu de travail que le travailleur belge ou le travailleur portugais. Pourquoi serait-il exposé à des dangers en matière de substances cancérigènes supérieurs à d'autres? Donc il y a un besoin d'avoir des standards communs si on veut à la fois un marché ouvert, et je crois que pour beaucoup de pays, je pense que la Belgique est aussi dans ce cas-là, nous avons besoin de marchés ouverts, un marché intérieur, et il y a de l'autre côté un besoin d'avoir aussi des règles en matière sociale. Que beaucoup de choses, comme la sécurité sociale, les pensions, soient du ressort des États membres, personne ne le conteste. Et donc, il faut voir comment on applique la subsidiarité cas par cas. Et sur le salaire minimum, parlons-en.
Il y a un écart en Europe de 1 à 7 au niveau des salaires. Il n'y a pas un écart de 1 à 7 au niveau des conditions de vie d'un État membre à l'autre. Il n'y a pas un écart de 1 à 7 en termes de productivité d'un État à l'autre. Et donc, il est tout à fait juste, si on vit dans une économie européenne, avec un marché commun, un marché intérieur, avec, pour beaucoup d'États, une monnaie, il faut aussi avoir une certaine convergence en matière salariale. Et donc, il faut des règles pour adapter les salaires minimums, il faut des règles pour encourager les partenaires sociaux à négocier des accords collectifs. Nous avons des pays qui, pour des raisons historiques évidentes, n'ont pas maintenant un système de dialogue social, d'accords collectifs. Ça fait partie aussi d'une certaine tradition européenne. Donc il faut les aider, il ne faut pas leur imposer, il faut les aider à mettre en place des structures qui facilitent le dialogue social, qui facilitent les accords, les négociations sociales. Et donc je crois que bien sûr, il y a ce débat sur la subsidiarité. Personne ne veut uniformiser le système social européen. Personne ne veut imposer aux Suédois un salaire minimum qui n'en ont pas parce qu'ils ont 90% d'accords collectifs, mais il y a un besoin de convergence dans ces domaines. Bien sûr, ces questions entre l'égalité de genre a été mentionnée. Oui, bien sûr, c'est un objectif fondamental, ça a été mentionné, et c'est un combat qu'il faut, un combat de tous les jours. C'est pas uniquement l'égalité des genres sur l'accès de l'emploi, c'est aussi la non-discrimination, ça a été dit. Et il est regrettable qu'effectivement il y ait une discussion à Porto sur des formulations. On a en fait contourné ce problème en parlant d'égalité homme-femme, mais je crois que c'est un débat qui a eu lieu au dernier Conseil européen et je crois qu'il est temps maintenant d'affirmer les valeurs européennes en matière, dans cette matière de non-discrimination. Sur le pacte de stabilité, qui a été indirectement aussi abordé. La Commission a commencé à revoir, à travailler sur une réforme du pacte de stabilité. Moi, je dis, le pacte de stabilité date des fins des années 80, début des années 90. Le monde était différent. Les enjeux étaient différents, les défis étaient différents. Nous ne parlions pas du changement climatique, nous ne parlions guère encore de la révolution technologique, la globalisation était différente. Donc je crois qu'il y a besoin d'ajustement des règles, qu'il faille des règles, c'est évident. Nous sommes dans une union économique et monétaire, il faut des règles. Mais bien sûr, il faut que ces règles s'adaptent au contexte qui a changé et qui, bien sûr, a été très marqué par la crise précédente, mais surtout aussi par celle-ci. Et je crois qu'il a été extrêmement sage, en quelque sorte, de déconnecter le pacte de stabilité. Si on avait gardé le pacte de stabilité, d'abord tous les États l'auraient violé, tous, et on serait dans une situation impossible. Donc je crois qu'il faut revenir avec des règles, mais des règles adaptées aussi aux défis qui se posent, et notamment des défis d'investissement colossaux. Donc la question comment est-ce qu'on traite les investissements est une question fondamentale. Nous voyons que les États-Unis maintenant, pour ne pas parler des Chinois, investissent des milliards et des milliards, d'ailleurs dans un contexte, semble-t-il, d'accord budgétaire entre des partis qui n'ont pas beaucoup de choses en commun, mais qui maintenant ont trouvé un accord pour des investissements massifs dans les infrastructures. Il ne faut pas que l'Europe soit en retard sur les investissements, à la fois pour combattre le changement climatique, mais aussi pour moderniser notre économie, pour moderniser nos infrastructures, et notamment nos infrastructures numériques. Donc je crois que ce débat est lancé et bien sûr, à la fin, la Commission va faire des propositions, mais c'est aussi les États membres qui vont prendre la décision. Sur des actes concrets, et je suis d'accord que les beaux principes sont toujours des principes et qu'il faut des actes concrets. Mais
nous sommes en train de travailler sur des actes concrets. Et d'ailleurs, je ne cesse de dire que l'avantage avec les 20 principes du socle, c'est que ce ne sont pas des principes abstraits. Ce sont des principes très concrets déjà. Et donc, le lien entre les principes concrets du socle et nos politiques est très fort. Et donc, quand nous parlons des principes, par exemple, du salaire minimum, c'est le principe, je crois, numéro 6 du socle, nous avons fait une proposition. Bien sûr, c'est en discussion au Conseil. Bon, ça a été retardé parce qu'un grand pays n'a pas pu prendre une décision. A priori, elle aurait dû être favorable, mais pour des raisons électorales, ils n'ont pas pris la décision. Et donc, j'ai bon espoir que maintenant, pendant les 2 prochaines présidences, on va pouvoir conclure ce volet important. J'ai mentionné nos propositions en matière de sécurité et de santé, et qui inclut d'ailleurs tout ce qui est aussi le volet transformation du travail, télétravail, le droit à la déconnexion. Je crois que la Belgique a introduit cette idée du droit à la déconnexion. Je crois que pourquoi est-ce que les Belges, les Français, les Espagnols auraient droit à un respect de leur temps de loisir par rapport au temps de travail et les Roumains, les Polonais ou d'autres ne l'auraient pas. Donc je crois que voilà un droit qui est très lié aux transformations du travail, aux transformations du monde du travail, et donc nous devons travailler maintenant à l'échelle européenne sur ce droit. Le Parlement européen a pris une initiative, la Commission va maintenant voir comment, avec les partenaires sociaux, on peut faire avancer ce dossier. J'ai parlé de la garantie enfant, nous allons faire des propositions, un cadre, non pas imposer, un cadre pour un revenu minimum, parce que là aussi, la pauvreté en Europe, elle est mobile. Et donc, il faut que chaque État ait un minimum de garantie pour que les personnes soient en état de vivre décemment. Et donc, nous ferons des propositions en matière de revenu minimum. Alors, oui, il y a eu la chance de la présidence portugaise. Il y a une présidence qui va maintenant suivre. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec eux. Et j'ai l'impression que maintenant, il y a des standards qui ont été établis. C'est-à-dire que tout le monde regarde ce que les Portugais ont fait. Et c'est très difficile maintenant de dire on va arrêter la machine, on va stopper, on ne va pas être ambitieux sur le social. Parce qu'ils ont aussi des opinions publiques. Et les citoyens, que ce soit en Slovénie ou ailleurs, aussi regardent ce qui se passe. Et donc, je crois qu'il y a maintenant un momentum, comme on dit, qui a été lancé et qu'on ne va pas aussi facilement arrêter. Bien sûr, ce ne sera pas facile, je ne vous le cache pas. Mais il y aura une suite de présidences je crois, qui vont essayer de continuer sur la lancée, notamment en matière sociale, la présidence française sur le salaire minimum. Et puis, il y aura, à un moment donné, en 24, une présidence belge. Par exemple, nous avons lancé la semaine dernière, j'en ai pas parlé, une plateforme pour les personnes sans abri. Oui, ce n'est pas une compétence européenne, mais c'est un problème européen. Parce qu'il y a 1 million, à peu près, de sans-abri en Europe, qui bougent aussi, qui sont liés. J'étais à Berlin, la sénatrice à Berlin m'a dit, vous voyez, il y a des gens qui viennent, qui espèrent trouver un job et qui finissent dans la rue, parce qu'ils ne trouvent pas le job ou ils l'ont perdu. Donc il faut travailler ensemble, entre États membres, entre villes, entre régions, pour effectivement trouver des solutions sur ce problème européen, même s'il se concrétise dans un lieu, dans une ville, dans un quartier. Et donc cette plateforme, d'ailleurs, on a le soutien d'un de vos anciens premiers ministres qui est pleinement engagé pour effectivement coordonner ces politiques. On veut mettre de l'argent pour aider les différentes instances publiques, pour mettre en place des institutions, des possibilités de logement, pour ramener ces personnes dans la société, pour les amener aussi de nouveau vers l'emploi et vers l'autonomie. Donc voilà une approche très concrète, où l'Europe peut agir, mais bien sûr, elle n'agit que si les États membres, les régions, les villes
agissent avec elle. Sur le dialogue social, oui, il allait mieux déjà par le passé, surtout à l'échelle européenne. Je ne donne aucune responsabilité aux uns et aux autres. Je ne suis pas tout à fait d'accord que sur le plan syndical, ce serait une sorte d'absence. Moi, j'ai beaucoup de contacts avec la Confédération européenne des syndicats. Je crois qu'ils travaillent beaucoup. Ils essayent beaucoup aussi sur le dialogue social. Ils ne trouvent pas toujours les partenaires qu'ils aimeraient trouver, mais il est clair que le dialogue social au niveau national est capital, et l'Europe ne peut pas s'y substituer, mais bien sûr, il est aussi important qu'à l'échelle européenne, il soit bon. Parce que, effectivement, beaucoup de choses, d'ailleurs, pour répondre à ceux qui ont à cœur la subsidiarité, beaucoup de choses pourraient se faire entre partenaires sociaux, s'ils le voulaient. Et la Commission, en fait, n'en demande pas moins. Moi, je ne demande pas moins que beaucoup d'initiatives, par exemple, le droit à la déconnexion, soit négocié entre partenaires sociaux. D'ailleurs, c'est à eux, a priori, de l'appliquer et donc de trouver les solutions. Sur les frugaux, bon, je crois que beaucoup de gens ont compris que la solidarité était la seule voie et que si on avait continué sur la frugalité, ben, on ne serait pas dans la frugalité, mais dans la catastrophe. Sur la migration, oui, je partage cela. Il faut réguler la migration, c'est clair. La Commission a fait des propositions sur un pacte en matière de migration, sur l'asile. Il faut investir notamment chez nos voisins, notamment l'Afrique. Il faut stabiliser l'Afrique, ce qui n'est pas... je parle à un ancien ministre de la Défense, ce qui n'est pas une mince affaire avec tout ce qui se passe actuellement en Afrique subsaharienne, mais il est clair que l'investissement en Afrique, le développement de l'Afrique, c'est la solution à la fois pour notre prospérité, mais d'une certaine manière aussi pour notre sécurité. Oui, sur les jeunes, la garantie de la jeunesse a une histoire. Déjà, 2014 jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'elle a beaucoup aidé. Elle n'a pas résolu tous les problèmes, mais elle a beaucoup aidé. Elle a d'abord aidé à ce qu'on s'occupe des jeunes, mieux, plus rapidement. Il faut continuer là-dessus. Mais là aussi, l'application de la garantie de la jeunesse, c'est au niveau des États membres. Donc, nous devons créer cette force au niveau des États membres pour mettre en application cette garantie. Mais pour moi, je partage absolument votre vue, cette crise a beaucoup frappé les jeunes. Et il faut tout faire pour que les jeunes ne soient pas à la fin les laissés pour compte de cette crise. Donc je crois que nous devons continuer à travailler sur les jeunes, sur l'emploi des jeunes, sur Erasmus, sur l'apprentissage, tous des volets qui doivent donner espoir et confiance aux jeunes. Donc ça, c'est un volet extrêmement important. Oui, il faudra plus régulièrement des sommets sociaux. Ça a été écrit, c'est écrit d'ailleurs dans les conclusions de Porto pour avoir un suivi plus régulier. Je crois que je m'arrête là. Voilà, merci. Je vous remercie, je vous sens vraiment enflammé par le sujet. Je propose de refaire le tour des commissaires. Madame Van Bossuyt nous a quittés. Madame Reckmans. Oui, rapidement, mais je voudrais remercier le commissaire pour son engagement, effectivement son enthousiasme pour porter cette politique sociale au niveau européen. Je voudrais juste évoquer l'importance dans le débat sur la migration de tenir compte des populations qui sont déjà sur le sol européen et de les accueillir de manière tout à fait adéquate, parce que nous risquons sinon d'avoir auprès de nous une population précarisée qui rentrerait dans le cadre des personnes à encadrer, à soutenir au nom de la dignité humaine, et nous devons les voir aussi comme des personnes ayant des potentiels de compétences à valoriser, mais aussi un apport important pour nos sociétés.
Donc, je pense qu'il faut garder bien à l'esprit cette personne sans papier. Et vous le savez, comment nous le vivons actuellement de manière forte, criante à Bruxelles pour le moment. Enfin, en matière de nécessité de renforcer ces politiques sociales au niveau européen, donc je continue à plaider pour que nous ayons un suivi régulier et que nous puissions tenir compte des indicateurs, enfin identifier chacun des indicateurs et voir vraiment quels sont les moyens que nous pouvons y mettre dans le cadre du pacte de stabilité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Rijkmans. Ik zie dat meneer de Mesmaeker het woord vraagt. Meneer de Mesmaeker. Ja, goedemorgen nog iedereen. Bedankt meneer de commissaris voor uw antwoord. Excuses voor mevrouw Van Bossuyt die naar een andere commissie moest, zoals ze zei, maar ik wil toch graag even repliceren. Mijn partij ondersteunt zeker, meneer de commissaris, de doelstellingen van de sociale pijler, de nood aan convergentie, aan opwaartse sociale convergentie. Maar waar u zegt, ja, de bevoegdheden kunnen gedeeld worden, dat is natuurlijk ook zo, maar natuurlijk moeten we er ons voor hoeden om voor elk Europees probleem of elk probleem dat we in de Europese Unie detecteren, om daar ook een Europese bevoegdheid van te maken. Waar we hebben voor willen waarschuwen en nog waarschuwen, en ik wil dat nog graag herhalen, is de dynamiek. En ik weet waarover ik spreek, de dynamiek die je heel vaak hebt in de Europese wijk van one size fits all. Want dat is vaak synoniem voor one size fits none. Sociaal beleid, arbeidsmarktbeleid, dat is beleid dat zo dicht mogelijk bij de burger moet gevoerd worden. Solidariteit is een principe dat we onderschrijven, maar kan niet losstaan ook van het principe van verantwoordelijkheid. Dat zijn twee zijden van dezelfde medaille. Verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid en de financiering ervan, dat zit bij de lidstaten, dat zit bij de deelstaten. Daar moeten de herverdelende bevoegdheden ook blijven. Dank u. Monsieur Flahou. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Commissaire, parce que c'est un discours qui est effectivement un discours de conviction, un discours de mobilisation, un discours de solidarité et qui effectivement nous réconcilie un peu avec l'Europe. Parce qu'on est tous des Européens convaincus, mais à certains moments, il y a un découragement qui s'installe quand on voit les politiques qui ont été suivies et les risques de politiques de retour de certaines politiques d'austérité. Ici, vous avez insisté sur l'humain et la solidarité, et je crois que nous devons être vigilants pour pouvoir soutenir celles et ceux qui, au sein de la Commission, défendent ces objectifs du social et de la priorité à l'humain. Merci, Monsieur Flahou. Meneer Annemans. Dank u, mevrouw de voorzitter. Ik wil de commissaris bedanken. Het is duidelijk dat hij de moeite heeft genomen om de dialoog aan te gaan, ook over de fundamentals die ik had aangehaald. En dat hij de moeite heeft genomen om daar het Europese Unie-antwoord te formuleren en de redenen. En natuurlijk, ik ga het debat hier niet aangaan. De tijd is te veel beperkt. Oorzaak, gevolg, economische ontwikkeling, open markt versus de gevolgen, dumping sociaal, die we dan weer zouden moeten gaan repareren. Maar afgezien daarvan, dank u voor de openheid voor dit debat. Dank u. Dank u, meneer Annemans. Monsieur Van Guatsenoven. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, Monsieur le Commissaire, merci pour, autant sur le fond que sur la forme, pour votre engagement. Et donc, j'ai retenu singulièrement ce que vous nous avez dit sur la volonté qui est finalement partagée de faire en sorte que ces jeunes qui ont été les principales victimes, finalement, en tout cas de ces derniers mois de crise Covid, ne soient pas les laissés pour compte, évidemment, pour l'avenir. C'est un engagement important. Je crois que l'ensemble des pays européens, mais les responsables, évidemment, aussi européens, en ont pleinement pris conscience. Et voilà, maintenant, effectivement, cette fin de crise, on peut du moins l'espérer, il est fort utile, évidemment, de le marquer dans l'ensemble des politiques. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et enfin, mevrouw Reinhardt. Dank je wel, mevrouw de voorzitter. Eerst en vooral mijn excuses voor de microfoon, ook aan de tolken.
Meneer de commissaris, dank je wel voor uw antwoorden, zeker in verband met het Stabiliteits- en Groeipact. Ik wens u heel veel succes toe met de discussies die daar ook plaatsvinden binnen de Europese Commissie. En ik ben ervan overtuigd dat België ook zal bijdragen aan dat debat. Dus veel succes. Merci beaucoup, Madame Reinhardt. Je pense que vous résumez bien l'échange que nous venons d'avoir aujourd'hui. De l'espoir avec une Europe qui se profile non seulement sur nos réalités économiques et budgétaires, mais aussi sur le volet humain, le volet social et la santé, ce que nous avons comme plus précieux. La crise du Covid nous l'a encore bien démontré ces derniers temps. Je vais clore ici la réunion de notre comité en remerciant l'ensemble des membres ainsi que Monsieur le Commissaire et son équipe d'avoir participé à cet échange fructueux. Merci beaucoup, excellente journée à toutes et tous.